Mais en réalité, si on n'a aucune piste pour savoir comment on accueille la tristesse, Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul, perdu. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de ces nouvelles mini-séries sur l'adoption. J'ai eu ce déclic par rapport à mes émotions, à force d'écouter les gens qui disaient mais toi c'est de toute façon tu ressens rien. Par exemple je pense au décès de mon père où j'avais montré aucune émotion. Je me suis dit est-ce que j'ai pas finalement raté quelque chose? Est-ce que je m'empêche de ressentir? Mais si je ressens, je sais que je vais être triste, j'ai pas envie de souffrir. Alors comment fait-on pour se reconnecter à ses émotions en évitant de trop souffrir? On en arrive à notre émotion d'impuissance. Et je trouve que l'émotion d'impuissance, elle se retrouve dans beaucoup de domaines aussi de notre vie, et particulièrement les mamans qui se sentent impuissantes à prendre en charge les émotions de leur enfant. Mais nous, juste avec nos propres émotions, si on ne nous a pas donné des outils concrets, on se sent au moment de vouloir prendre notre place, découvrir, s'affirmer, mais on se dit, mais je ne sais pas comment on fait, puisqu'on ne me l'a pas transmis par la voie scolaire, par la voie de la culture, par la voie de notre famille plus ou moins large, hein, parce que ça pourrait être aussi notre meilleure amie, ça pourrait être une marraine. Mais en réalité, si on n'a aucune piste pour savoir comment on accueille la tristesse, même à l'heure actuelle, là, en 2022, personne n'accueille la tristesse de la même façon. Il peut y avoir des gens qui soutiennent, qui frottent dans le dos. Il peut y avoir des gens qui disent « Oh, c'est bon, arrête de pleurer ». Même là, entre adultes, il y a des gens qui ne savent pas accueillir l'émotion de quelqu'un d'autre. Et je parle souvent de contamination émotionnelle parce que les gens qui ne sont pas à l'aise avec leurs propres émotions n'arrivent pas à accueillir celles de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand vous êtes coupé de vos émotions, vous, et que vous voyez qu'autour de vous, ce sont des gens qui eux-mêmes ne savent pas gérer leurs émotions, ils ne vont pas pouvoir entendre les vôtres. Donc, ce ne sont pas les bonnes personnes vers qui se tourner. Il faut se tourner vers quelqu'un qui a fait la paix avec les siennes et qui sera capable, non pas de réceptionner les vôtres, mais juste de créer un miroir d'écoute. Ce qu'on a besoin pour traverser les émotions, c'est d'entendre qu'elles sont légitimes et toutes les émotions que vous avez aujourd'hui et pour les 100 prochaines années sont légitimes. Vous avez le droit de ressentir exactement ce que vous ressentez. Parce que chacune de vos émotions, moi je les appelle des flammes d'émotions, elles sont nées parce qu'il y avait un ou plusieurs besoins qui n'allaient pas chez vous. Et ça, c'est pas un jugement, c'est juste à ce moment-là, vous avez besoin d'accomplissement, vous aviez besoin de sécurité, vous aviez besoin d'empathie, vous aviez besoin de repos. Si vous n'aviez pas ni empathie, ni repos, ni accomplissement, ni sécurité, eh ben, une émotion s'est déclenchée pour vous. Peut-être une émotion d'impuissance, de doute, de frustration ou de tristesse. La personne en face de vous, qui vous voit un petit peu en vrac, ne sachant pas comment accueillir votre émotion, va peut-être la minimiser. Souvent, on minimise les émotions. Pareil pour les enfants. Ah, c'est bon, arrête de pleurer, c'est pas grave. Ou alors, la personne en face de vous va peut-être essayer de vous dire comment faire. Et on ne veut pas savoir comment faire. On veut juste pouvoir déjà la ressentir. Et la première étape, c'est qu'est-ce que je ressens? Mettre un nom sur ce que je ressens. Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est du désespoir? Est-ce que c'est juste une angoisse? Est-ce que c'est un agacement ou c'est de la rage? Il y a des nuances sur la colère qu'on ne connaît pas bien. Et ça aussi, c'est la communication non violente qui m'a beaucoup aidée parce que dans les livres, il y a des listes d'émotions. Et on est assez pauvre dans ce vocabulaire-là. C'est souvent fâché, content. Même les enfants, au début, on leur apprend, t'es content, t'es pas content. C'est un peu pauvre comme vocabulaire. On peut aller plus loin. Et quand on voit la gamme de mots et de lexique qu'il y a autour de chacune des émotions, ben, ça permet d'affiner. Parce que entre agacé, frustré, enragé, vous voyez que c'est pas la même intensité. Et quand on touche le bon mot, ce qu'on fait en binôme empathie, c'est quand on touche le bon mot, eh ben la personne, elle se détend. Elle se dit, ah, c'est ça que je ressens. Et quand elle a trouvé comment elle se sent, après, on peut savoir pourquoi c'est arrivé. Quel besoin était en jeu, quel besoin clignotait en fait sur son arc-en-ciel de besoins. Donc ça, c'est des outils que j'utilise moi en accompagnement, mais pour représenter ça, tous vos besoins sont là en permanence, sauf qu'on ne les scanne pas en continu.
Donc, des fois, on oublie de se reposer, de s'hydrater, de se mettre en sécurité. On est dans un brouhaha constant et au bout d'un moment, on craque parce qu'il y a un des besoins qui vient nous alerter physiquement. Et si on est coupé de nos émotions, la plupart du temps, je ne vais pas généraliser, mais la plupart du temps, on est coupé aussi de nos ressentis corporels. Ça veut dire qu'on peut être blessé, on peut avoir le pied dans l'eau, on n'est plus avec des capteurs sensoriels très réactifs. On se dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue. On fait, on tient, on fait, on tient. Et tant qu'on fait et qu'on tient et qu'on est tenu par cette productivité, efficacité, les gens, c'est souvent dans le travail qu'ils s'en rendent compte en premier. Ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire, et à un moment, ils vont se rendre compte que quoi qu'ils fassent, ce sera jamais bien. Quoi qu'ils fassent, ce sera jamais assez. Et d'un coup, le corps dit, ah, je suis contente que tu t'en rendes compte. Parce que le corps pourrait arrêter de dormir et de manger. Oui, parce que le mental peut tenir à court terme. Mais après, il a besoin de récupération. Il a besoin de recharger ses batteries comme un téléphone, comme un élastique. Si vous tirez trop sur l'élastique, ça va péter, quoi. Ça va péter. Comment fait-on alors pour éviter que ça pète? Le jour où on commence à se dire, chacune des émotions que je vis dans ma journée, je peux aller, comme un petit détective, chercher quel est le déclencheur, chercher comment je me suis sentie, chercher sur quel besoin ça venait taper et chercher, bon, si je réagis automatiquement avec un mécanisme, je vais faire ça. Et s'il y avait d'autres façons d'agir? Et ça, c'est l'étape d'après avec le thérapeute, avec le coach, avec le consultant, c'est de vous dire, pour l'instant, j'ai toujours fait comme ça et il y a d'autres manières de faire. Ça veut dire que quand vous avez été en colère et que vous avez toujours dit, non, je vais rien montrer, je vais garder ma colère pour moi. Oui, on peut. C'est une des options possibles. Malheureusement, ça pourrait développer des choses en nous. Vous connaissez les mots qui deviennent des mots MAUX. Ou alors, on pourrait se dire, je vais juste commencer par dire non. Déjà, pour certains, dire non, c'est horrible. Parce que dire non, c'est s'exposer à un refus, c'est s'exposer à décevoir, c'est s'exposer à avoir une place différente dans le groupe, divergente. Et en général, les gens qui commencent à assumer leurs émotions et qui commencent à les verbaliser font bouger les gens autour d'eux, en bien et en mal. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous trouver formidable d'avoir osé vous affirmer. Et puis d'autres autour de vous qui vont dire, on préférait avant, on préférait quand tu étais coupé, t'étais moins pénible. Et là, ça va nous demander beaucoup de force de continuer, en fait. Parce que si on se dit, je le fais pour moi, je le fais pour me connaître, je le fais pour vivre ma vie et pour arrêter de faire plaisir à la vie des autres, à la vie de mon patron, de mon mec, de mon enfant, on reprend de l'énergie en se disant, oui, je connais la résistance de mon cerveau à faire quelque chose de nouveau, parce que pour lui, c'est pas confortable de faire quelque chose de nouveau. Et scanner nos flammes, c'est pas confortable au début, il n'a pas envie de se poser autant de questions. Mais avec la pratique, vous allez voir que c'est souvent les mêmes émotions qui reviennent. C'est souvent la frustration, c'est souvent la tristesse. On est déçu par les actions des autres, on est déçu par les phrases des autres. On se dit quand même, moi je fais des efforts et eux non. Et en fait, toutes ces pensées-là, il y a un autre outil qui s'appelle le crash test. Ces pensées-là, elles en disent pas mal de nous aussi. Parce qu'on a tellement pris l'habitude à se couper qu'on ne remet plus en question l'action de l'autre, on se remet toujours nous en question. Donc, on se coupe nous en se disant, ouais, mais si je lui dis non, si je lui dis que je ne le fais pas, elle va être déçue. Eh bien oui. Mais c'est sa responsabilité émotionnelle. C'est qu'à un moment donné, quand on est coupé de nos émotions, c'est parce qu'autour de nous, il y a pu y avoir des gens qui nous contaminaient avec les leurs. Donc, il serait intéressant de voir si vous n'avez pas pu les exprimer plus tôt, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous faisaient porter leurs propres émotions à vous et vous rendaient responsable de leur propre frustration, colère, genre, oh là là, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça, tu m'appelles plus. Et en fait, ça, c'est de la culpabilisation émotionnelle. C'est horrible. Mais la génération d'avant, elle le faisait beaucoup. Et s'il y a des gens là qui ont plus de 60 ans qui nous écoutent, ça doit vous parler tellement parce que c'est les phrases qu'on entendait. Des phrases du tu me dois bien ça. Non, les enfants ne doivent rien à leurs parents. Les enfants ont leur vie à créer. Et les parents, souvent, se déchargent émotionnellement sur les enfants. Donc, si c'est des choses qu'on a entendues pendant 20, 30 ans,
c'est super dur d'en sortir. Donc, sortir de cette coupure d'émotion, assumer notre responsabilité émotionnelle, c'est admettre qu'en face, la génération qui n'est pas prête, qui n'est pas mûre émotionnellement, va subir notre changement. Donc, quelque part, on s'annonce comme étant un élément perturbateur. Du coup, certains vont rester coupés de leurs émotions toute leur vie parce que ce sera malheureusement, et je dis malheureusement parce que à un moment, le corps va peut-être trop réagir. Ça veut dire que le corps va déclencher des choses pires. Mais pour un confort temporaire, il se dit non, je veux continuer à pas déranger mes parents, mes enfants, mes amis, mon conjoint. Donc, se couper de ses émotions, c'est une fausse protection pour éviter de déranger ce qui se passe autour de nous. Et sortir de ça, c'est prendre une responsabilité émotionnelle. Oui, ça va être difficile. Oui, il va y avoir une résistance de notre cerveau. Et oui, il va y avoir une résistance des gens autour de nous. Autant vous dire que ça va pas se faire en 2 mois, quoi. On peut démarrer un travail en 2 mois. Ça veut dire reprendre le sens sur ça, se dire qui je vais être quand je serai plus coupée de mes émotions. Eh bien, je vais être mon identité, ma rayure d'identité, mes projets, mes valeurs, mes choix, mes goûts. Je vais arrêter de subir ce que la société me dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ce serait mieux que. Parce que sinon, on peut suivre toutes les injonctions de tout le monde autour de nous, toute notre vie, et se couper et rester coupé. C'est un choix. Il y en a d'autres. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que ça n'a pas besoin d'être dans la violence. Ça veut dire que du jour au lendemain, on ne va pas passer de ne rien dire et s'écraser à tout vouloir décider pour l'autre. Ça veut dire que ce qui va être important quand on va commencer à exprimer ce qu'on ressent, c'est de dire à l'autre, voilà comment je me sens. Et ne pas l'accuser de me sentir comme ça, parce que sinon, ce serait rentrer dans le jeu de la contamination émotionnelle sur l'autre. C'est pas à cause de toi qu'on se sent comme ça. C'est jamais à cause des autres qu'on se sent comme ça. Ça, c'est un parcours intéressant à faire aussi, de couper le fait qu'on se croit dans cette émotion-là à cause de quelqu'un. C'est jamais à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause d'un de nos besoins à nous qu'on n'avait pas identifié et qu'on n'avait pas nourri. Mais on peut tout de suite se dire, quand je me sens triste, apeuré, effrayé, en colère ou joyeux, ce n'est pas à cause ou grâce à l'autre. C'est uniquement par les actions que j'ai effectuées et par les prises de conscience que je mets en place petit à petit, pas à pas, et ça n'a pas besoin d'être réussi en 2 mois. Donc, si l'envie vous vient là, pendant ce live ou ce replay, de vous lancer, oui, il va y avoir des rechutes, mais comme l'enfant qui apprend à marcher, c'est normal. Cette semaine, dans le podcast Le Journal d'une adoptée, on parle émotions. Pourquoi on s'est coupé de nos émotions, comment s'y reconnecter sans trop souffrir, avec Séverine Face, spécialiste des émotions. Alors surtout, on n'hésite pas, on partage cet épisode et le podcast, ça va sûrement être utile à beaucoup de monde. Merci et à bientôt.